formation, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour être journaliste de jeux vidéo. Mais c'est vrai que de plus en plus, les journalistes sont formés, et comme ils aiment bien le jeu vidéo, ils deviennent journalistes de jeux vidéo, et encore, il ne doit plus y en avoir beaucoup. Bon, comme critique de cinéma, en fait, tu es journaliste à la base, et puis comme tu aimes bien le cinéma et que tu as une plume, tu deviens critique de cinéma. Et donc, c'est simplement parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit, et je suis arrivé, en fait, à travailler dans un magazine, parce qu'à l'époque, il y avait rien en France. Il n'y avait pas de structure, de société, très peu d'éditeurs. Quand il y avait des éditeurs, il n'y avait pas de structure marketing, il n'y avait pas de structure de relations de presse, etc. Il n'y avait rien. Et le magazine, pour avancer, pour imprimer numéro sur numéro, a besoin d'informations. Comment on a ces informations? Quand il n'y a pas de structure qui les fournit, et ben c'est le piratage. Donc au début, les magazines étaient très proches du milieu des pirates, parce que les pirates avaient souvent les jeux en amont de la sortie, et en tout cas avaient tous les jeux. Donc moi donc j'étais un très gros pirate sur Atari ST, et j'avais un pote qui, dans mon groupe de pirates, qui justement donnait des jeux, ou vendait des jeux à Micronews. Et puis cette personne est partie à l'armée, et il m'a proposé de le remplacer. Donc j'arrivais, moi, à Micronews, super content, j'étais en seconde ou quelque chose comme ça. J'arrivais à Micronews, et puis je leur donnais des jeux, et puis comme il y avait une bonne ambiance, comme tout le monde était passionné, plutôt que de les donner, je les donnais, je discutais avec eux, et on rigolait bien, on jouait ensemble, etc. C'était vraiment une ambiance conviviale, quoi. Et un jour, le rédacteur en chef me demande: est-ce que tu veux écrire un test? Je lui dis pourquoi pas, alors, mais c'était vraiment une première, je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Apparemment, ça a bien marché. Et de fil en aiguille, comme ça, j'en ai écrit un, j'en ai écrit deux, j'en ai écrit trois. Et puis à la fin du mois, je regarde, et puis on me paye. Et je touche 3500 francs. J'étais en seconde. Enfin, c'était énorme, quoi. Mais c'était. Je croyais même pas que c'était possible. Et en plus, c'était bien payé, parce que j'en avais pas fait non plus 100 de tests. Hein. La vraie question, qu'est-ce que tu en as fait? De quoi? De ces 3500 francs? Eh ben, j'ai acheté une télé. Ouais. J'ai acheté une télé parce qu'une Sharp. 2490 francs, je me souviens encore du prix. La petite Sharp et tout ça, c'était la moins chère, elle était très bien d'ailleurs, parce que j'avais pas de télé couleur. Donc voilà, j'ai acheté, j'avais le moniteur qui allait bien, mais avec l'OST, etc., mais j'avais pas de télé, donc j'ai acheté une télé avec ça. Et puis de fil en aiguille, je continue à écrire pour Micronews, et parallèlement à ça, nous à l'époque, on avait super peur de l'APP. L'APP, c'est l'Agence pour la protection des programmes, qui était dirigée par un Dutil, je crois, Laurent Dutil. Et c'est vraiment il faisait peur, ce mec-là. Vraiment, on n'avait pas du tout envie. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de Thierry Braille, qui était un des patrons de SFMI. SFMI Micromania, qui n'est pas très loin. Et qui m'appelle, il me dit: Jean-Marc, voilà, je sais qui tu es, je sais ce que tu fais, s'il te plaît, arrête, sinon il va falloir que je te dénonce, etc. J'ai pas envie d'en arriver là. Alors, gros coup de stress, hein, il m'a mis un gros coup de pression. Et là, j'étais en panique, parce que je suis pas très téméraire. J'étais vraiment en panique. Je dis à mon père: papa, est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, mes boîtes Posso? On avait des super grosses boîtes Posso, tu sais, avec plein de disquettes et tout ça. Et j'ai dit à mon père: est-ce que tu peux les prendre? Donc il les met dans le coffre de sa voiture, et il les a mis à son bureau. Tu peux les enterrer dans le jardin? Je ne sais pas après, je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais bon, ouais, c'était dans le bureau de mon père. Donc les flics pouvaient venir débarquer, il n'y avait plus rien, j'étais tranquille. Mais j'avais vraiment peur. Donc du coup, j'ai vraiment arrêté complètement de pirater. Donc, mais c'est intéressant ce que tu racontes, parce qu'à l'époque, on avait vraiment, c'est vrai qu'il y avait vraiment le gendarme virtuel, le croque-mitaine, et bon, on piratait tous. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait tous peur en disant: si on se fait choper, si on se fait choper. Mais est-ce qu'il y avait vraiment, des contrôles? Alors, est-ce qu'il y avait vraiment, parce que tout se passait à la cour de récré, sous le manteau, on copiait comme ouais, des cochons. mais là, ce que je faisais moi, c'était vraiment à une dimension importante. Et effectivement, le microcosme parisien étant ce qu'il est, vraiment tout le monde se connaît, et les bruits vont très vite. Oui, alors, mais pas sur ST, sur Amiga, ouais. Il y avait plusieurs groupes sur Amiga qui se sont fait arrêter. En plus, Amiga, ils étaient assez en pointe. Et plus tard, oui, il y avait un rédacteur de joystick qui s'est fait, lui, vraiment arrêter
Olivier Prézo, il s'est vraiment fait arrêter, mais je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était un peu plus tard. D'accord. Et là, ça devenait vraiment une industrie. Et Il y avait tout, là. ouais, Il y avait ouais, les films, les machins, etc. C'est un lobbying aussi, non? Est-ce qu'il n'y avait pas un lobbying qui poussait à ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on le sent un peu moins, mais à l'époque, À l'époque, le gars il te disait ah oui, faut pas pirater, mais en réalité si tu piratais, t'achetais sa machine, parce que ton pote te filait sa Logitech, c'est ce qui faisait vendre la machine, ça, ça faisait vendre les Super Jonas également, et puis tu avais le constructeur de la machine qui disait allez. ah bah lui, il se frottait les mains. Alors l'éditeur, il était peut-être pas super content, mais objectivement... Sony, les 2 premières PlayStation notamment, Ouais, son voilà. autorité publique, d'avoir fait des consoles complètement piratables. Alors à volo, le seul système de protection c'était la taille des disques, qui faisait 730, 740, 755 mégas, et que les disques vierges dans le public faisaient 700, donc c'était en fait leur seul moyen de protection, c'est d'avoir trop de données pour entrer dans le disque. Il suffisait de déléguer 4-5 fichiers qui étaient simplement du vent à l'intérieur pour pouvoir légèrement le compresser, pour pouvoir copier. Donc, Mais objectivement, non seulement le piratage, c'est vrai que pour le constructeur c'était parfait, parce que, voilà, c'est du pain béni pour le constructeur, et quand on regarde les bilans financiers des éditeurs de jeux vidéo à l'époque, crois-moi, que vraiment le piratage, ça les embêtait pas beaucoup, parce que c'était vraiment une goutte d'eau. Donc après, tu as toujours les statistiques. Oui, la contrefaçon nous a fait perdre tant de millions d'euros, ou tant de millions de francs, mais moi, si j'aurais jamais acheté aucun des jeux que j'ai piratés. Et si jamais il y en avait un qui me plaisait de jeu, je voulais avoir la boîte, donc je l'achetais. C'est ça. Donc c'était complètement stupide de comptabiliser de cette manière-là. Donc de fil en aiguille, voilà, moi j'écris, et puis parallèlement à ça, dans mon groupe de pirates, j'avais rencontré un type qui s'appelait Jérôme Darnaudet, qui est décédé malheureusement il y a 3-4 mois, qui est aujourd'hui, qui est le créateur de Canard PC. D'accord. Voilà, Lord Casque Noir, qui écrivait Lord Casque Noir dans Joystick. Et lui, alors il avait un peu plus d'argent que moi, et il s'était acheté une borne MVS qu'il avait importée du Japon. À l'époque. Voilà. Et donc il avait pas mal de contacts avec des sociétés japonaises, etc. Et il me parle d'une machine qu'il a achetée, la PC Engine, je ne connaissais pas. Je tombe amoureux. Mais c'est parallèlement au fait de l'avoir arrêté, donc le piratage, et là il y a la PC Engine. Je tombe amoureux de cette machine-là, donc, mais vraiment amoureux. J'en achète une immédiatement, importée du Japon. Lui il avait tous les jeux, donc j'achète pas mal de jeux aussi, et vraiment la machine de folie furieuse. Et là on décide de dire ça serait pas mal si on l'importait. Bon, lui il avait importé un MVS à titre personnel, mais du coup il avait des contacts au Japon pour pouvoir importer des jeux et des machines. Donc on se dit ouais, pourquoi pas. Donc on regarde des magazines, on achète des magazines anglais et on regarde ce qui se faisait en Angleterre, s'il y avait un importateur, etc. Et on trouve un type, qui avait apparemment le distributeur entre guillemets officiel européen de la PC Engine. Bon, en fait, il s'avérait que c'était un escroc, mais on ne le savait pas. Et donc nous, on avait quoi, 18 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Donc on n'y connaissait rien en affaires. Par contre, le père de Jérôme, lui, avait une société d'aviation privée au Bourget, à Paris. Et donc un businessman réputé. Et il décide de nous accompagner pour voir si on allait se faire avoir ou pas. Donc on va à Londres, on tombe dans cette boîte-là. Il y a des jeux, mais j'avais jamais vu autant de jeux de ma vie. Des piles comme ça de Genex. C'était des colonnes entières, c'était impressionnant. Donc on discute avec l'importateur là, et puis à la fin de la réunion, le père de Jérôme dit on c'est pas possible, non vous pouvez pas faire ça, là c'est un escroc, là, le faites pas. Et je raconte cette histoire de la PC Engine parce que grâce à la PC Engine, j'ai été contacté parallèlement à Micro News, j'ai été contacté par Marc Andersen, le patron de Joystick, quand Joystick était hebdomadaire. Et je lui ai dit, bah écoute, ce qui serait bien, c'est de faire un article sur la PC Engine, c'est une machine fantastique, etc. Et il me dit, ok, ouais, pourquoi pas. Enfin, il s'en foutait, lui, de toute façon, les jeux vidéo, ça l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de créer des magazines. Et apparemment, il avait quand même besoin d'un rédacteur. Donc, du coup, j'écris des trucs, mais sans piratage, pour le coup. Donc, j'étais vraiment embauché parce que j'étais un super auteur. Et il y a une conférence, donc le magazine Joystick Hebdo fonctionne pas bien.
Et on se retrouve, tous les rédacteurs se retrouvent chez Marc pour avoir une conférence de rédaction, pour savoir ce qu'on fait après. Et puis l'idée est arrivée de faire un mensuel, et donc Joystick est né là. Donc les idées, elles fusaient dans tous les sens, c'était vraiment sympa. Et on ne se rendait pas compte en fait qu'on allait vraiment créer, avec cette réunion-là, qu'on allait créer Joystick et ce qui est devenu. Donc ça, c'était quand même super motivant. C'est voilà, deux ou 3 mois après, et puis tout le monde se met en branle, tout le monde travaille, et puis hop, tu vois le résultat. Et là, c'était vraiment la première fois que je participais à un magazine, et même à l'élaboration de ce magazine-là. Alors il y avait plein d'idées débiles, mais il y avait des bonnes idées aussi. Et le fait d'avoir transformé Joystick de hebdomadaire en mensuel, ça a fait que tout a démarré. Et d'ailleurs, dans le premier numéro de Joystick mensuel, il y a l'article sur la PC Engine. Et donc à partir de là, on m'a désigné comme Monsieur Console. Alors que j'y connaissais rien, j'avais juste la PC Engine. J'avais jamais eu de NES avant, là j'avais pas de Master System, j'étais micro quoi. Mais voilà, j'étais désigné, et tant mieux, parce que les consoles ont explosé. Et après on a toujours bien suivi, à l'intérieur de Joystick, on a créé un petit magazine qui s'appelait Console News, qui est devenu après Joypad, etc., etc. Puis on a créé un deuxième magazine, un troisième magazine, un quatrième magazine, etc. Voilà. C'est comme ça. Donc voilà comment les choses ont avancé. C'est vraiment un concours de circonstances. C'était au bon moment, avec les bonnes personnes, dans une structure qui gagnait des fortunes, parce qu'on vendait quand même pas loin de 100 000 magazines tous les mois. Hein. C'était le seul moyen d'information. C'était le seul moyen d'information. 100 000 magazines, on ne se rend pas compte. Hein. Ce que c'était aujourd'hui, je ne sais pas quel magazine vend 100 000 exemplaires par mois. Et il y avait Joystick, il y avait Joypad, il y avait Console Plus, il y avait Tilt. C'était hallucinant le nombre de ventes. Il n'y avait que ça. Ouais, et c'est pour ça que. Mais on s'en rendait pas compte, parce que nous on était dans notre truc, mais on se rendait pas compte de la puissance et du poids qu'on avait. C'est-à-dire, moi j'avais 20 ans. J'écrivais des trucs, je me rendais pas compte que les gens ils lisaient vraiment et que ça avait un impact. Clairement, le papier de cette époque-là, c'était tout bonnement une Bible. Moi, je me souviens de magazines comme ça que j'ai lus et sur lequel c'était gravé dans le marbre. Si c'était écrit, c'était la vérité sainte, c'était dogmatique. Tu pouvais sortir ton document en disant regarde, c'est à l'épreuve du feu. Et objectivement, c'est vraiment une image qui est restée gravée parce que tout le monde était passionné. Et puis on s'adressait à des ados qui avaient 14, 15 ans. Voilà, ils avaient 5 ans de moins que nous. Donc on leur parlait. Et puis objectivement, nous n'étions pas professionnels pour un sou. Hein. Les magazines, ils étaient faits de briques et de broc, c'était n'importe quoi. Pour avoir des informations, bon, le piratage avec Joystick c'était complètement terminé, mais là, tout le magazine, personne, aucun jeu piraté dans Joystick, ça c'est sûr. Mais par contre, les informations, comment on faisait pour avoir des informations? Eh ben, on allait acheter la presse anglaise, on découpait la presse anglaise, ça faisait, on repiquait les images, quoi. Pareil pour la presse japonaise, les jeux, on disait que c'était des previews, ok, le jeu on n'y avait jamais joué, il n'y a personne qui parlait japonais, on découpait la photo. J'avais acheté un bouquin méthode A6000 pour traduire les titres. Alors j'avais de la chance, des fois, tu sais, quand c'est en katakana, tu peux traduire et c'est assez facile parce que c'est des mots en anglais, donc en général ça marche. Mais le reste, je les inventais. J'inventais des titres. J'inventais des titres, je vous jure. J'inventais des titres. Et sans le savoir, parce que j'y connaissais rien en manga aussi, il y avait plein de titres super méga connus en manga, mais le titre, c'était un titre que j'inventais complètement. Donc l'information, elle était ultra méga fausse. Ouais, mais comme personne ne savait quel était le vrai titre, donc comme personne n'était informé, personne n'avait magazine japonais, donc ce qu'on disait, même si c'était faux, c'était vrai. Voilà, donc aucune conscience professionnelle, alors que dalle. Et un jour, je me suis fait gauler comme ça. Il y avait un magazine anglais, ils avaient fait un poisson d'avril. Voilà, et je sais plus c'était un truc sur la Mega Drive, mais une annonce fantastique, mais plausible. Je n'ai pas cherché à comprendre, moi j'ai traduit voilà, j'ai fait la même chose, ah ouais, génial, machin, etc. C'était que du pipeau. Et là par contre, comme c'était un magazine anglais, il y a des mecs qui ont gueulé, quoi. Ah, c'était n'importe quoi, vous êtes nuls, etc. Ouais, c'est comme ça. Mais ouais, c'était fait de briques et de broc. Et après, et t'avais que des avantages en fait. Nous, on se rendait pas compte. Pour nous, c'était normal. Là, on était encensés. Les lecteurs, ils nous adoraient. Je me souviens, on pouvait raconter n'importe quoi. C'était vrai.
on avait fait croire que j'avais une maison en forme de... que ma porte de chambre c'était une Game Boy ou je sais pas quoi. Les lecteurs, quand je les voyais dans les salons et tout ça, et alors c'est bien chez toi, ta porte et tout, ils y croyaient quoi. Alors que c'était faux. Et, mais plein de choses comme ça, il y a des mecs qui étaient super chiants. À un moment, je sais plus, on avait inventé que je puais des pieds. D'accord. Ok, il fallait bien trouver un truc à la con. Donc je puais des pieds. Et ben il y a un lecteur, il m'a envoyé 2 paires de chaussettes. Vraiment, mais voilà, que plein de petites anecdotes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah bah les voyages après, ça c'était... mais c'était normal, non, on n'avait pas l'impression, alors que c'était extraordinaire, on n'avait pas l'impression que on nous caressait dans le sens du poil, parce que vraiment, on nous invitait à droite, à gauche. Combien de fois je suis allé en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, dans les plus grands hôtels, etc., sans débourser un centime évidemment. Tout ça parce que on intéressait les sociétés qui voulaient vendre leurs jeux. Et ça dure combien de temps moi en tout cas, alors moi je suis parti après de Joystick parce que donc on avait créé Joystick, Joypad, Megaforce et un peu plus tard Megaforce qui était le journal officiel, le magazine officiel Sega, et Super Power en 93 je crois. Et Mark Andersen qui était donc le publisher, le directeur enfin le patron quoi. Le directeur de la publication, merci, voulait vendre ces 4 titres à Disney, Hachette Disney Press. Et Hachette Disney ne voulait acheter que que Joypad et Joystick. C'est ce qu'ils ont fait. Donc 2 magazines sont partis chez Hachette, et là j'avais le choix soit de continuer avec Joystick et Joypad, soit d'être rédacteur en chef de Megaforce, et après plus tard de Super Power. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai préféré rester avec Marc. Puis ça m'allait bien parce que même si j'étais pote avec toute la rédaction de Joystick, ça m'allait bien parce que j'avais pas envie d'être dans un grand groupe. C'était pas ma structure, moi j'aimais bien être autonome, enfin être dans une société à taille humaine. Enfin, ça me faisait peur, les grands groupes, ça me faisait peur parce que à l'époque, donc comme on avait 20 ans, on était super dynamique. Il y avait comme une concurrence qui s'instaurait entre les magazines. Et on se foutait toujours de la gueule des rédacteurs de Tilt, parce que Tilt, c'était... et de Console Plus, parce que c'était la maison, c'était mondial, les éditions mondiales. C'était donc une grosse structure aussi, à peu près du même niveau qu'Hachette. Et là, on les imaginait comme des fonctionnaires. Pour avoir le droit d'aller aux toilettes, il fallait signer un formulaire pour partir là. Et on le voyait, parce que nous... quand il y avait des reportages au CES par exemple, on rentrait et 48 heures après, l'article a été écrit et le magazine imprimé dans la foulée pour qu'on soit le plus proche de la réalité, alors que eux, comme c'était fonctionnaires, l'article sortait 1 mois ou 1 mois et demi ou 2 mois après. Et ce dynamisme-là a été très bénéfique pour nous. Et il y avait une autre société, c'était Pressimage. Pressimage, c'était Génération 4. Ils étaient un peu dans la même philosophie. Et d'ailleurs, c'est vraiment ces 2 magazines qui ont vraiment, au Joystick et Génération 4, au niveau micro, qui ont vraiment cartonné, au déficit de Tilt, qui s'est embourbé. Et on avait aussi un truc en plus chez Tilt, à part Alain, parce que Alain, lui, c'est un vrai, Alain Hugues Lacour, lui, c'était un vrai passionné. Les autres, ils avaient tous fait des études de communication, des études de journaliste, etc. Et j'ai adoré Tilt parce que c'était le premier, il n'y avait que ça, donc j'ai adoré. Mais objectivement, le contenu rédactionnel, ça transpirait pas la passion, quoi. C'était un pavé, alors moi j'adorais Tilt, mais un gros fan parce qu'il y avait ça, mais c'était un gros pavé indigeste. Mais tu as acheté beaucoup pour C'était fade, il n'y avait pas de saveur. J'ai acheté beaucoup Tilt effectivement pour la au début, il n'y avait que ça. Donc, pour les codes et principalement pour les codes et pour pouvoir faire du basique et programmer des jeux. Il y avait le logiciel pour ça. Moi j'aimais bien Tilt pour ça. Ouais, mais Tilt c'était moins sérieux. Il était plus difficile à trouver. Nous dans le sud on avait plus un Tilt, on le trouvait facile. Moi je sais que Tilt, déjà pour trouver Tilt à l'époque, dans les années 80, je galérais parce qu'il y avait la librairie de la gare comme dans toutes les grosses villes, j'étais du côté de Toulon, et j'arrivais à le trouver, mais je peux te dire que quand il sortait, il fallait aller dans la première semaine, sinon après derrière, moi j'ai les souvenirs de faire 4-5 librairies de quartier pour essayer de trouver un titre ou un titre, et en leur parlant d'autres titres, en disant mais ça vous avez, non, c'est un truc quoi, sur la pêche, non, laisse tomber. Voilà, il y a ça aussi, le fait d'être aussi à Paris, t'avais une abondance de titres. Nous,
En province, on avait... Ils en rentraient peu, ils rentraient peu peu, d'exemplaires. c'est difficile. Tu Tu avais des grosses librairies, tu avais la librairie de la maison de la presse, dans la plupart des petites lettres, tu as un truc qui s'appelle la maison de la presse. Où là, tu avais le gars qui avait pléthore de titres, et là, tu pouvais trouver un peu plus de choses. Mais très souvent, les gars te disaient, mais qu'est-ce que vous cherchez? Bougez pas, je vais voir si je peux vous l'avoir, mais il faut que vous engagiez tous les mois à venir me le chercher, parce que sinon, je ne vais pas m'embêter à faire venir un titre exprès pour toi, pour juste une personne. C'était pas toujours évident d'avoir du papier à cette époque-là. Bon, c'est vrai que nous, à Paris, on n'avait pas ce problème. Et j'avais un ami justement à Paris, j'avais un pote à Paris, quand on avait un problème pour trouver un ancien numéro qu'on avait raté, je ne sais plus s'il allait à la librairie à l'aéroport, je ne sais plus si c'était pas Orly, et en fait ils avaient quasiment 2 mois de trucs, donc quand tu en ratais un, tu savais que tu pouvais le trouver dans certaines librairies, et ils nous les redescendaient parce que son père faisait les allers-retours. Et donc on récupérait, j'ai raté le numéro du mois dernier, je peux pas me l'avoir, bouge pas, je vais te le faire choper par mon père. Donc c'était pas toujours évident, de trouver des outils. Et ce que j'aimais bien aussi à cette époque-là, c'était la concurrence. Alors au début, moi j'étais un peu hargneux. Et donc je les aimais pas, voilà, c'était l'ennemi. Les journalistes, enfin les journalistes entre guillemets, les journaleux d'autres magazines qui eux s'appelaient journalistes alors que voilà, c'était comme moi des journaleux. J'aime bien ce mot-là. Et donc je les aimais pas. Voilà, je les aimais pas. Ils travaillaient chez la concurrence, c'était n'importe quoi. Donc c'était des ennemis. Ils étaient d'ailleurs très sympathiques. Maintenant c'est encore des amis maintenant, mais je les aimais pas de base. Donc on se tirait la bourre. Et je me souviens que j'avais donc on était en 93, je venais en 93, et j'étais à l'armée. En 93, j'étais à l'armée. Oui, c'est ça, j'étais à l'armée, et alors que j'étais à l'armée, Marc décide de sortir un magazine Super Power, et dont j'allais prendre la rédaction en chef. Et à l'armée, il y avait le CES qui arrivait au mois de mai, à Chicago, je crois. Et donc je demande une permission exceptionnelle à l'armée pour aller au CES. Donc ils m'ont donné très gentiment. Et là, ma mission c'était de trouver une couverture pour le numéro 1 de Super Power. Et il fallait que je trouve une couverture qui déchire, parce que le numéro 1 c'est le plus important, il ne fallait pas se rater. Et à ce moment-là, évidemment, il y avait la Street Fighter 2 qui devait sortir. Voilà. Mais alors pour avoir des informations sur Street Fighter 2, c'était impossible. Et pour avoir tu vois, une illustration de couverture, c'était impossible. Donc je me dis, au CES, on va trouver, pas de problème. Donc je vais chez Capcom, le stand de Capcom, j'explique le problème, je dis qui je suis, les magazines à ça, ils s'en foutent. Et c'est que pour le marché américain, mais ils s'en foutaient. La France, ils s'en foutaient. L'Europe, ils ne savaient même pas où c'était. Ils s'en foutaient. Alors j'y vais une première fois. Donc à la réception, non, désolé, mais est-ce que vous avez un press kit, machin et tout ça, j'ai besoin d'illustration. Ah non, c'est pas possible. Allez voir Bandai, qui était le distributeur. Bandai, c'était incompétent, donc c'était même pas la peine. Donc j'y vais une fois, je retourne une deuxième fois, j'essaie de passer par derrière. Bon, il n'y a rien n'y fait. Et puis sur leur stand, il y avait un poster de Street Fighter, mais magnifique, un poster comme ça. Comment je l'ai volé. Oh là là, je me souviens, mais je flippais, hein. Vraiment je flippais. J'étais là, je décolle, c'est au fur et à mesure, j'étais là comme ça en train de le décoller, et puis je vois qu'il se décroche au fur et à mesure, il tombe par terre, je le roule vite fait, je te jure que là j'ai vraiment couru, et la couverture du premier numéro de Super Power, c'est ce poster. Excellent. Donc, et voilà, on a scanné le poster et on l'a fait comme ça. Et c'était génial parce que c'est le premier magazine dont je m'occupais. J'avais grillé toute la concurrence sur le jeu le plus mythique, un des jeux les plus mythiques du monde. Alain Hugues Lacour, il était vert et moi j'ai jouissais sur place. C'était trop bon tout ça parce que j'étais un petit voleur de bas de gamme qui flippait quand même parce que j'ai volé un poster. Mais j'étais bien content. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Ce qui était possible de faire à l'époque, aujourd'hui c'est plus facile. On en discutait. Mais je ne sais pas si vous connaissez un magazine qui s'appelait Hebdo-Logiciel. Oui. Oh, mais les accroches d'Hebdo-Logiciel, c'était Atari nous a pris pour des cons. Mais c'est l'accroche principale. Hein. Alan Sugar, c'était le patron d'Amstrad. En couverture, c'était le titre, je ne sais plus, mais on lui avait mis des grosses oreilles de Mickey. Parce que tout le monde le détestait. Enfin, Hebdo-Logiciel le détestait. Ou Philips, il sort un ordinateur. Donc Philips, voilà, c'est l'ordinateur rasoir, parce que Philips forcément fabriquait des rasoirs. C'était que des trucs comme ça. Ouais, ils avaient refait le truc avec Amstrad en plus. C'est-à-dire qu'ils avaient eu des ennuis avec Amstrad et ils avaient refait Amstrad nous prend toujours pour des cons. Exactement, ils avaient fait ça. Et attends, mais pour dire qu'ils allaient jusqu'au bout, c'est qu'ils ont même inventé un faux Amstrad.
ils avaient pris un Amstrad et ils avaient rajouté un lecteur de disquette 5 pouces 1 quart, parce que c'était 3 pouces sur Amstrad, et c'était bien fait. Même moi, j'y ai cru. Non, parce que j'achetais le magazine à l'époque. Et super, un nouvel Amstrad. Et c'était que du faux. Mais imagine que les ventes, du coup, les ventes de l'Amstrad qui étaient en cours, bah, elles ont chuté, parce que tout le monde attendait le nouveau qui allait sortir. Donc là, Amstrad, ils n'étaient pas contents. Ah, et donc là, ils ont eu quand même des procès. Mais c'était génial. Et j'aimerais bien... mais c'est plus possible. Moi, j'ai tellement adoré ce magazine que j'aurais bien aimé le reproduire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. T'imagines si tu titres Atari nous a pris pour des cons ou Sony, bande de salopards. Tu te prends tellement de jamais c'est tellement gros dans le... Ouais, sur Internet, sous le manteau. Il y a encore. Ouais, mais ça me... Tu devrais pouvoir le faire. Il y avait un besoin. Ouais, mais je crois que c'est plus possible. Si, regarde, c'est comme les fake news, là, le Gorafi, Nordpress, etc. Ouais. Mais il faut faire un truc, tu sais que tout le monde Mais tu sais que c'est du faux. Tu sais que ça va être faux là-bas. Voilà, mais quand le truc qui est génial, c'est du vrai. Ouais, bah voilà, ça c'est la couverture de Super Power, voilà, c'est ça l'histoire Avec un gros de Super Power. avec Chun-Li. Ouais. C'est ça. Et bon, l'histoire de la couverture, c'est ça. Ouais. Il y a d'autres trucs aussi. Et dans l'histoire de couverture, on avait Earthworm Jim et on avait Énorme, je l'ai retrouvé là il n'y a pas longtemps. ouais, bah c'est celui-là. Alors Earthworm Jim, bah l'histoire c'est la suivante. Donc on doit faire la couverture parce qu'on l'avait prévu avec Virgin. On doit faire la couverture d'Earthworm Jim parce que le jeu était vachement bien. Voilà. Donc on prévoit de faire la couverture. Et puis, je sais pas, une semaine ou 10 jours avant le bouclage, on n'a toujours pas la couverture. On appelle Virgin, etc. Non, je suis désolé. On va appeler Shiny Entertainment, machin, David Perry, là. David Perry me rappelle, parce qu'il n'y avait pas Internet, hein, donc me rappelle. Me dit, ah ouais, je suis désolé, on a complètement oublié. Je vais mettre un graphiste pour la faire, du genre dédié pour nous. Donc, et on avait un correspondant qui s'appelait Seb, qui était aux États-Unis. Et il devait revenir à ce moment-là en France. Et il était en Californie. Donc, hop, il va en Californie pour prendre l'affiche. Donc, c'est même pas une affiche, là, c'est vraiment un super beau truc. Et il la ramène, donc on était sauvés, nickel. Mais le problème, c'est que, comme quoi, putain, mais c'est n'importe, c'est vraiment fait avec du brick et du broc. Donc on était super contents, on avait l'affiche. Mais l'affiche, c'était pas une affiche, hein, c'était vraiment un dessin sur du gros carton. Et à l'époque, il fallait qu'on flash pour que ça puisse être imprimé, il fallait on devait flasher. Et la machine, l'épaisseur du carton ne permettait pas donc on était coincés. On avait l'illustration, mais techniquement on ne pouvait pas la reproduire sur la couverture. Et là, un coup de chance de folie furieuse, au même moment, il y a un photographe professionnel qui passe au bureau de la ville pour prendre nos bureaux en photo, etc. Là, je lui dis, bah, écoutez, on a ça, est-ce que vous pouvez nous donner une hectare ? Le mec, il avait tout le matos, alors que nous, on est incapables de prendre une photo voilà, déjà des écrans, c'était compliqué, mais alors là, il fallait que ça soit bien cadré, les bonnes lumières, etc. Le mec, il avait tout le matos, mais le jour J, un truc comme ça, il a main, le lendemain, on avait l'hectare, et hop, la couverture, elle a pu se faire comme ça. Et moi, j'ai gardé donc cette illustration de Earthworm Jim que j'ai encore à la maison. Bah, du coup, l'histoire, elle est rigolote. Et vraiment, on a eu de la chance totale, quoi. Voilà, dans les anecdotes rigolotes, celle-là, elle est plutôt sympa. C'est une époque, en fait, quand tu reprends un petit peu historiquement, en s'écartant bien loin, tu t'aperçois qu'au début du siècle, les publications, c'était de l'écrit, il n'y avait pas véritablement d'images, on est sur de l'imprimerie, donc il n'y a pas des contenus internationaux. Là, c'est le début, effectivement, du jeu vidéo, mais c'est aussi le début des échanges entre le Japon, les États-Unis et l'Europe par rapport à tout ce qui est jeu vidéo. Donc l'info essaye de circuler, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'à cette époque-là, à part le fax, sur lequel tu envoies de la donnée et au niveau image, c'est pas fantastique. Bah, c'est nul. Internet, on parle même pas. Donc, pas. En fait, pour les transferts, effectivement, CES, effectivement, qui est un des plus gros salons internationaux. Il y avait ça. Ouais. Et puis, moi, ma volonté, c'était, une fois que j'ai eu la PC Engine, c'était vraiment d'aller au Japon. Voilà. Je voulais aller au Japon, personne n'avait fait.
mais alors comment tu fais pour voilà, t'es à Paris, t'es tranquille, machin et tout, mais comment tu fais pour aller au Japon et comment tu fais pour avoir des rendez-vous, comment tu fais pour rencontrer les gens, quelle société tu vas rencontrer. Donc c'était assez compliqué. Et puis il y avait le CTS à Londres. Et donc je vais à l'ECTS à Londres, et là, donc costume cravate, j'étais super bien sapé. Enfin, ouais. Et là, le plan c'était, mais c'était mon plan, hein. C'était dès que je voyais un petit costume cravate avec les yeux bridés, je l'abordais, je me foutais de savoir s'il était coréen ou japonais, machin, etc. Des fois je tombais sur des coréens, mais en général c'était des japonais, et j'y allais au culot. Donc j'avais ma carte, je leur expliquais, je leur montrais le joystick et tout ça, et je leur demandais ce qu'ils faisaient. Donc, des fois j'étais complètement à côté de la plaque, mais des fois je suis tombé sur les mecs de IREM, de ASMIC, de machin et tout. Et j'avais 6 ou 7 contacts. Je les ai contactés après par fax, je leur ai envoyé un machin, est-ce que vous pourriez m'accueillir à Tokyo, machin, etc. Les mecs, ils ont répondu, je flippais. Hein, c'était par fax, donc la réponse, il fallait attendre le lendemain, machin, etc. Donc pendant 24 heures, moi, c'était mon rêve. Donc pendant 24 heures, j'étais là, j'étais en train de zioter le fax, etc. Puis voilà, et puis quand le fax, il arrivait, oui, nous serions heureux de vous accueillir. Et puis après, j'en ai eu 5 ou 6, comme ça, j'ai donné à mon patron. Et il m'a dit, ok, d'accord. Et puis je suis parti au Japon. Mais c'est vraiment comme ça, parce que sinon, tu ne pouvais pas faire autrement. Mais j'oserais plus faire ça aujourd'hui. J'oserais plus. Et pourtant, c'est tellement plus simple. Enfin, c'est plus compliqué et c'était plus simple. Ouais, mais il y avait tout à faire. Toutes les relations étaient à créer. Oui. Tout était à faire. Mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui, je serais incapable de le faire. C'est-à-dire que tu fais des choses à 20 ans que tu ne fais pas quand on a 50. Enfin, en ce qui me concerne, c'est le cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu écris. Je pense que tu écris, mais sur ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi tu n'écris pas sur ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer? Pourquoi j'écris pas? Parce que moi, j'ai complètement perdu le fil. À partir de 2000, j'ai complètement perdu le fil. C'est-à-dire que je suis incapable de vous donner quoi que ce soit ou de faire une analyse sur un milieu que je ne connais plus. C'est-à-dire qu'à partir de 2000, moi, ça ne m'intéresse plus. Le jeu vidéo, pour moi, ça s'arrête en 2000, avec la fin de la PlayStation, quoi. La PlayStation, pour moi, a marqué, vraiment, c'est une pierre blanche, c'est entre le jeu vidéo que j'ai aimé et le jeu vidéo que je n'aime plus, c'est la frontière, c'est la PlayStation. Voilà. On passe sur de la cinématique. Pourtant, sur la cinématique. Après 2000, moi j'ai exactement le même constat, c'est-à-dire que tu joues plus à une console, tu appuies sur X et tu regardes des séquences vidéo d'un quart d'heure, et quand tu veux essayer de finir un jeu, tu fais X. Oui, mais en fait, c'est depuis qu'il déjà tu c'est intéressant sur les jeux vidéo. Oui, aussi, voilà. Ouais, c'est vrai que ça c'est négatif. Parce que c'est son job, c'est son business, et puis c'est ce que tu fais depuis déjà 15 ans. Oui, mais alors en plus c'est une concours de circonstances, c'est-à-dire que un gamer, quoi. Non seulement le jeu ne m'intéressait plus, alors que j'étais épaté. C'est-à-dire quand j'ai vu Ridge Racer sur PlayStation la première fois, objectivement, moi qui rêvais du pixel parfait, parce que l'arcade c'était vraiment la référence, c'était l'arcade. Quand tu voyais Ridge Racer, tu dis oh putain, là on a changé de dimension, c'est plus la même chose. Clairement. Ah ouais, mais vraiment Ridge Racer, et j'y ai joué à mort avec Ridge Racer, mais de fil en aiguille comme ça, j'ai peut-être aussi que j'avais grandi. En fait, j'ai perdu un petit peu cette flamme, cette vigueur, cette envie de jouer. Peut-être que j'en ai trop vu aussi, c'est possible. Et donc du coup, comme tout était accessible, pour moi, tout était simple. J'avais pas besoin d'acheter les jeux, on me les donnait. S'il y a un jeu que j'avais pas, je passais un coup de téléphone. Excuse-moi, tu peux me le filer? Oui, le lendemain. C'est même pas le lendemain. Là, on envoyait un coursier. Donc c'était vraiment super simple. Et comme tout était accessible et facile, je pense que j'en ai eu plein de dos. Au niveau gameplay, je te rejoins complètement. Je pense que c'est une période où, en fait, avant cette période-là, on avait des problèmes de graphisme. C'est-à-dire qu'en gros, on devinait, on imaginait plus que ce qu'on voyait. C'est vrai. Et à partir du moment où on est arrivé à une image, entre guillemets, parfaite en tout cas, il n'y avait plus de problème pour pouvoir retransmettre la réalité. Le gameplay a complètement disparu, et là dessus je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment une fracture dans ces années. Mais nette, elle est nette la fracture. Mais oui, complète, c'est-à-dire qu'on avait tout, avant on n'avait rien, donc on se contentait, quand on regarde des vieux jeux, justement là on est sur un festival le replay, donc là on voit vraiment du vieux jeu où vraiment on est sur des pixels, il y a un Pong qui tourne, tout le monde imagine un truc en regardant un Pong. Là aujourd'hui tu as des jeux de tennis qui sont tellement parfaits que tu as le moindre grain de beauté de Nadal ou qui
il n'y a plus d'intérêt, il y a plus de... On a perdu le gameplay, vraiment la façon de jouer, le challenge. On regarde une vidéo et il y a moins de, il y a moins de fun, il y a moins d'intérêt au jeu en lui-même. Et rétrospectivement, je ne sais plus avec qui on en parlait, mais aujourd'hui, alors qu'on était bluffé par la qualité de la PlayStation, c'est la console qui a le plus mal vieilli. C'est-à-dire que tous les jeux en 3D de la PlayStation, c'est injouable aujourd'hui. C'est injouable, alors que n'importe quel jeu en 2D de n'importe quelle console créée avant la PlayStation, c'est aujourd'hui, c'est encore nickel, c'est encore fun, c'est plaisant, c'est agréable. 3D a toujours été compliqué. Je pense que le seul jeu qui s'en sort, c'est Tobal sur Play, mais qui est un import plus ou moins japonais. Je crois que le 2... C'est Square Enix, hein. Ouais, Square Enix, qui lui par contre a encore, on a encore un peu sous le pied, qui est le premier jeu en fait en 3D complète, réelle, mais qui est passé complètement inaperçu en Europe malheureusement, et qui lui vit encore un peu pas trop mal, mais c'est vrai qu'effectivement ça a très très mal vieilli. Donc c'est pour ça que je suis resté bloqué à cette époque-là, et finalement il y a pas mal de... Il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas-là aussi, on en discutait vraiment après 2000. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une vraie fracture au niveau jeu. Moi, on avait eu cette discussion-là, moi je suis encore plus véhément dans mes propos parce que moi je suis vraiment resté bloqué sur la partie arcade parce qu'on trouve une partie de vraiment de gameplay, il y a vraiment un challenge, il y a vraiment un jeu dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire que tu dois vraiment te lever les doigts pour avancer, il y a vraiment, c'est une lutte, c'est un vrai combat, c'est-à-dire que c'est un sport quasiment. Ensuite, on est passé sur du divertissement de masse, peut-être il y a trop d'argent, peut-être il y a des trop grosses productions, et on est arrivé sur des jeux notamment, ce qu'on trouvait encore sur PlayStation, on peut rallier ça aussi à la durée de vie d'un jeu. Avant justement ces années 2000, la durée de vie d'un jeu pouvait être exceptionnelle. Enfin, sur PlayStation, elle est aussi. Enfin, il y a plein de jeux qui ont une durée de vie. Tu regardes Final Fantasy VII sur PlayStation. Oui. D'abord, c'est magnifique, oui, il y a une durée tu as une énorme. durée de vie. Aujourd'hui, un jeu, c'est quoi? C'est 20 heures. Je peux plus parler des jeux. Eh ben justement, tu vois, je vais te le dire. Aujourd'hui, tu prends tous les blockbusters, c'est 20 heures de jeu. Je sais pas, moi, je vois mon fils qui joue à comment ça s'appelle le truc gratuit, le téléchargement Fortnite. Là, ouais. Voilà. Mais il passe sa vie entière. Hein. Oui, mais donc la durée de vie de Fortnite, apparemment, c'est un sauf que c'est un jeu communautaire. Nous, le jeu vidéo, dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'il y a un début avec une histoire, un début et une fin. Ce type de jeu-là. Genre les Assassin's Creed, aujourd'hui, ça se finit rapidement, c'est ça que tu veux dire? C'est 20 heures de jeu. C'est 20 heures de jeu. C'est 20 heures de jeu. Grosso modo, c'est 20 heures de jeu. Appuyer sur XX et à regarder des cinématiques. En vrai, c'est plus. Odyssey, là, c'est une centaine d'heures. Mais oui, mais en jeu pur. Si tu traces, c'est quand même beaucoup de remplissage. C'est ça. Beaucoup de remplissage et beaucoup de redites. C'est ça. Jouer, c'était programmé aussi. Tu vois, c'était pas que jouer dans ces années-là. C'était aussi programmé. Et quand tu achetais le logiciel, c'était pour programmer. Oui, à la base, ouais. Au début, c'était ça. Et après, le magazine a un peu évolué. Mais c'était le plaisir d'arriver à sortir ça, bien sûr. Parce que les productions étaient bien moindres, il y avait beaucoup moins de choses, puis ça coûtait cher. Puis tu devais programmer pour utiliser ton... bien sûr. Moi, je me rappelle, le premier c'était sur Atari. Avant le ST, moi j'ai eu l'Atari 800 XL. La guerre Commodore 64 800 XL. Attention, le Commodore était extraordinaire. Ouais, de toute façon, le Commodore. Elle existe toujours, la guerre. C'était vachement mieux. Elle existe toujours, mais c'est vrai que le Commodore était bien Commodore, c'était vachement mieux qu'Atari. Bien sûr, mais il était plus cher. Il était plus cher. Et l'avantage du XL, c'est que tu pouvais balancer les cartouches. Tu pouvais mettre tes cartouches de 2006 dessus. Ouais. Et ça. Il y avait Ball Blazer sur Atari 2600, un jeu génial. Ouais. Tout à fait. De football futuriste et tout ça, qu'est-ce que j'adorais ce jeu. Et je l'ai acheté plus tard, celle-là. Parce qu'à un moment, il y avait plein à Paris, il y avait des déstockages souvent, et il y avait la Lynx comme ça, où j'ai payé 100 francs, 15 euros. Mais neuve, hein. 100 francs, 15 euros la Lynx, et pareil, je crois que c'était même prix pour le 800 XL. J'en avais acheté un aussi, et j'ai enfin pu jouer à Ball Blazer. Parce que là, j'étais jaloux, celui-là, c'est vraiment bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des contacts ou des nouvelles? Est-ce que finalement, il y a un marché qui se continue, sur ce qui n'existe plus? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, par exemple, il y a une conférence avec le gars de Z-Team qui expliquait qu'il développait sur un Mega Drive et qui a sorti 6 à 8 productions. Donc finalement, il y a bien des choses qui se font encore aujourd'hui sur un marché qui est daté. Ouais. Est-ce que tu retrouves ça sur
un petit peu les supports de l'époque. Alors je ne veux pas dire sur des Amiga, enfin si peut-être encore sur Amiga, mais les machines avant Amiga je ne pense pas, mais sur des Amiga. Si, il y a toujours, de toute façon sur chaque machine, tu as une communauté qui est forte et qui est vraiment extrêmement dynamique. Hein. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui sur un VCS Atari, moi j'étais surpris. Hein. Parce que quand tu vois la limitation de la machine, tu te dis c'est pas possible. Et vraiment, tu as des démos, alors c'est pas des jeux complets, mais tu as des types qui sont tellement passionnés, tellement brillants dans ce qu'ils font, ils poussent vraiment les capacités de la machine à leur maximal. Et les outils ont 30 ans de plus. Et oui, et la connaissance humaine est développée aussi, la connaissance des chips, etc. Et ils arrivent vraiment à te sortir des trucs, tu te dis, mais c'est hallucinant. Si à l'époque, alors que c'est la même machine, hein, c'est simplement que l'homme a appris par passion, par intelligence, par travail, par connaissance, il appréhende mieux la machine et il peut vraiment sortir des trucs hallucinants. Il a surtout aussi beaucoup plus de temps parce qu'à l'époque, il sortait une machine, les développeurs devaient se former rapidement au hard ou au soft qui la faisait tourner. La durée de vie, c'était 2-3 ans. Allez, on sort une nouvelle machine, on programme sur. Ah ben bougez pas, on va vous sortir un nouveau système, etc. Donc chaque fois, ils étaient obligés de se réadapter au niveau des développeurs. C'était un peu la course. Mais ce qui était bien aussi à cette époque, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est il y avait une imagination incroyable. C'était ça. Mais voilà, mais ouais, putain, c'était hallucinant. Il y avait une communauté sur Amiga, sur ST, etc. Et les mecs, ils étaient forts. Mais passer des après-midi à mater des démos, à dire oh regarde ce qu'il a fait. Les mecs, ils étaient vraiment un assembleur. Remarquablement, ouais. Remarquablement. Il y a 20 ans, il y a une scolarité. Ah ouais. On parlait plus, Foucan. C'est ça quand même, les gars. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils sont devenus, tu vois, ça c'est. Je sais pas non plus. Pourtant, j'en ai connu beaucoup à l'époque, mais je sais pas du tout. Même les compagnies d'édition n'avaient pas leur niveau. Tu disais toujours pourquoi est-ce que le mec qui fait une démo ne fait pas un jeu, bordel. C'est pas la même chose non plus. Hein. C'est pas la même chose non plus. C'est beaucoup plus parce que la démo c'est un truc très précis. Un jeu, il faut un scénario, il faut et en plus un jeu, bon à l'époque pas trop. Ben oui, mais parce que là, tu as vraiment le scrolling, les 6 ou 7 scrolling différentiels qu'on retrouvait dans certaines démos. Voilà. Et il y a peu d'exemples, en fait, finalement, comme ça. Et il y a quelques pirates très connus qui ont fait des belles démos, qui ont fait des jeux super beaux, mais finalement, c'était pas des jeux qui avaient beaucoup d'intérêt. Alors, techniquement, ils étaient super intéressants, mais au niveau du gameplay, du plaisir de jeu, parce que finalement, c'est ce qui compte, on n'avait pas ce qu'il nous fallait. Et c'est Dragonfly, je crois. C'était Tex, donc un groupe qui s'appelait Tex, qui a sorti un jeu qui s'appelait Dragonfly sur Amiga, je crois que c'est ça. Et finalement, alors c'est magnifique, mais ça a été un flop. Il faudrait que je regarde si c'est Dragonfly, je suis pas sûr que c'est Dragonfly. Il y a Dragon dedans, il me semble. Ouais, et franchement, moi, c'est une époque... mais t'étais émerveillé. C'est ça qui me plaisait bien. Chaque nouveau jeu, c'était un nouveau challenge. Alors, le jeu qui soit bien ou pas bien, à la rigueur, je m'en fichais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi au-delà la technique. Ah ouais, ça, ils ont réussi à faire ça. Quand Bio Challenge est sorti et qu'il y avait sur ST, et que le ST a été capable de faire aussi un scrolling parallaxe, c'était vachement bien. Aujourd'hui, tout est possible de faire. Donc, il n'y a plus vraiment de challenge. Là, je sais pas, moi j'imagine qu'aujourd'hui. Ouais. C'était extraordinaire. Ouais, c'est ça. Comment il fait un scrolling comme ça, c'est pas possible. Et ce qui était bien aussi, c'est que. Ouais. Comment il avait fait. Mais il fallait un pote qui sachait craquer. Mais ça, ouais, là, pour essayer de comprendre, après il fallait le désassembler, machin, etc. Et ce que j'aime bien aussi de cette époque-là, c'est que toutes les machines étaient différentes. C'est-à-dire que un jeu sur Mega Drive, c'était pas un jeu sur Super Nintendo. Il y avait une vraie différence. C'était un vrai choix de jeu. C'était pas la même chose. Aujourd'hui, que tu achètes une PlayStation 4 ou une Xbox One, à mon avis, c'est les mêmes. Techniquement... Les éditeurs, en fait, sortent sur multiplateforme, donc... Ouais, mais bon, après, oui, leur différence pour se différencier de la concurrence, ça va être des exclusivités. Voilà. Mais sur Super Nintendo ou sur Mega Drive, les deux jeux, c'était pas les mêmes. Enfin, quand tu avais un jeu sur Super Nintendo ou le même jeu sur Mega Drive, c'était pas. Il y en avait un qui était mieux que l'autre. Sur Amiga, c'était flagrant. Tous les jeux sur Amiga étaient mieux que le même jeu sur ST. Tu prenais un magazine, tu avais des photos écran, et puis tu avais, voilà, je suis sur un Commodore 64, je suis sur un Amiga, sur un Amstrad. Oui, on le voyait tout de suite. Ah ouais, on le voyait tout de suite. Ah ouais, on le voyait tout de suite. Parfois, moi j'ai des souvenirs gamins de boîtes de jeux PC où tu avais une version
PC, une version Amiga, une version Atari ST, etc. Où de toute façon, tu avais les screens sur la boîte. Un truc comme ça, offshore, un truc de bateau là, ouais. Et j'étais fou parce que j'avais l'impression d'avoir la version qui patatait, parce que moi j'avais une version PC et derrière je voyais les screens Atari et Amiga et c'était un peu plus voilà, la palette de couleurs était moins donc tu avais deux fois les screens sur les boîtes où tu voyais tout de suite qu'effectivement c'était pas tu voyais vraiment une grosse différence effectivement entre les différents matos. La qualité du soft était bien différente. Maintenant, malheureusement, ce qui fait le succès ou l'insuccès d'une machine, enfin, c'est les consoles, c'est juste que voilà, pourquoi il y a plus de PS4 que de Xbox One? Parce que Sony a bouffé des exclus maximum. Du coup, t'achètes celle qui a le plus de jeux, mathématiquement. Allez, on va libérer la salle pour le suivant. Un grand merci. Merci.